François Morin est professeur, je vais rappeler un peu votre cursus, professeur émérite de sciences économiques à l'Université de Toulouse 1 Capitole, et il est membre fondateur du LERES, qui est Laboratoire d'études et de recherche sur l'économie, les politiques et les systèmes sociaux. Il a siégé au Conseil général de la Banque de France pendant 9 ans, au conseil d'administration de EADS, une grande maison également, jusqu'en 1993, et au conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre jusqu'en 2000. Eh bien, écoutez, professeur, c'est à vous. Maintenant, on va vous donner la souris, vous avez un micro, et nous vous écoutons avec le plus grand plaisir. L'exposé qui va nous être présenté maintenant est assez différent de celui que vous avez entendu, avec cependant, ça a été dit incidemment, une question qui a été soulevée en disant que les questions que rencontre notre planète aujourd'hui ne sont pas simplement locaux, régionaux, mais ont aussi évidemment une nature globale. Et évidemment, ça me permet, moi, en tant qu'économiste, de faire la transition avec mon propos d'aujourd'hui, puisque l'idée que je vais défendre devant vous, c'est qu'il y a d'autres problèmes globaux qui se posent aujourd'hui à notre planète, et que ces autres problèmes interagissent en quelque sorte avec les questions environnementales ou écologiques qui sont posées aujourd'hui notamment. Quand on regarde ce qui se passe sur notre planète finance, on s'aperçoit que la crise financière que nous avons vécue récemment et qui se prolonge aujourd'hui agit fortement avec la question, par exemple, du financement de la transition écologique. Comment financer cette transition si on n'a pas les outils, en effet, en place pour mettre les ressources financières d'investissement nécessaires qui se posent à l'échelle planétaire. Donc vous voyez bien qu'on est dans un monde aujourd'hui qu'on peut qualifier en multicrises, interagissent entre elles, et en même temps, avec peut-être cette mondialisation, cette globalisation financière, nous avons des pathologies qui se sont développées, dont on a parlé ce matin, mais aussi dans le monde financier. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est essayer de vous faire le lien. Alors évidemment, moi je vais vous parler plutôt de la dimension économique et financière, plutôt que de la dimension environnementale en tant que telle, mais vous voyez bien que quand même, ces deux questions sont très liées, puisque sur le fond finalement, la question que je pose, c'est bien la question du financement, de ces changements qui sont nécessaires. Et dans quel contexte ce financement peut être aujourd'hui posé. Alors, tout de suite, essayons de dire quelles sont peut-être des voies de sortie. Avant d'aborder le fond de mon exposé, on peut peut-être imaginer que, par exemple, l'Europe puisse franchir des pas supplémentaires vers une intégration supérieure, mais on voit bien que, avec ce qui se passe en ce moment, avec la crise de Schengen notamment, et les flux migratoires, on est très loin d'avoir une vision claire de ce que pourrait être une autre Europe. Donc là, c'est un chantier qui malheureusement est plutôt stoppé et inquiétant. Ensuite, il y a d'autres perspectives. On peut penser que les changements pourraient venir par le bas, par ces innovations qui foisonnent au niveau de l'économie sociale et solidaire, avec toutes les initiatives qui peuvent être prises, notamment en matière écologique. Mais on sait bien que ce secteur d'activité de l'économie sociale et solidaire reste aujourd'hui un secteur très limité, très marginal. Et les thèses disent que progressivement, ce secteur-là va grignoter le reste de nos systèmes économiques. C'est une thèse qui n'est pas encore aujourd'hui vraiment crédible. Donc il y a des possibilités, bien sûr, sur le plan local. Il y aurait, on l'a évoqué tout à l'heure dans l'exposé précédent, il y aurait l'idée que, le terme a été utilisé, c'est le terme diplomatique. On pourrait souhaiter
en effet, qu'on ait une communauté internationale qui soit davantage assemblée pour promouvoir un nouvel ordre économique, social, planétaire, environnemental, et puis finalement un nouvel humanisme. Voilà, une belle utopie, mais évidemment aujourd'hui, cette utopie n'apparaît pas du tout réaliste. On en est très loin du compte. Par contre, ce qu'on est sûr, c'est qu'on est toujours dans la crise et que cette crise, malheureusement, peut se renouveler, peut se prolonger par de nouvelles catastrophes financières. Pourquoi? Eh bien, c'est un des propos que je vais dire aujourd'hui. Tout simplement parce que, fondamentalement, on n'a pas changé la logique des principaux acteurs économiques, bancaires notamment, qui ont été au cœur de la précédente crise, celle de 2007-2008, et qui, finalement, perpétuent leur logique de comportement, de fonctionnement, comme nous allons voir. Alors, l'idée que je vais défendre plus particulièrement devant vous, qui vient de faire l'objet d'un ouvrage qui est sorti il y a quelques semaines, c'est de dire que dans ce système économique qui est en crise, eh bien, il y a des acteurs qu'on a pu identifier. Ce sont ces banques qu'on appelle maintenant systémiques, qui ont été véritablement au cœur de ce qui s'est passé pendant ces dernières années. Et donc mon propos, comme on touche à la question financement, bien sûr, les banques, mon propos va être dans un premier temps de mettre le focus sur ces grandes institutions, ces grandes banques internationales, comme je le dis ici dans le dernier thème, c'est probablement à cause de ces grandes banques que la question du financement risque de très très mal se passer, puisqu'elles ont des comportements effectivement d'un type très particulier, comme nous allons voir, et qui ne sont pas du tout propices à envisager des financements de long terme, comme on pourrait le souhaiter. Donc mon plan, très très schématiquement, est le suivant. Je vais d'abord insister, évidemment, parce que c'est ma spécialité et mes recherches en même temps, sur voilà, ce premier point qui consiste à essayer de vous démontrer que ces banques particulières forment aujourd'hui ce qu'on appelle en économie un oligopole bancaire mondial. Donc ça représente une puissance, je dirais, de feu absolument extraordinaire, dont on soupçonne généralement assez peu les dimensions, et qui donc aujourd'hui sont au cœur, encore une fois, de notre système monétaire et financier international. Et puis ensuite, eh bien, voilà, deuxième point, ça va vous intéresser plus directement, eh bien, cette action de l'oligopole, ça représente une entrave pour le financement de cette transition qu'on peut tous souhaiter. Alors, dans un premier temps, voilà, je vais vous présenter cet oligopole. Vous savez ce que c'est sans doute qu'un oligopole, enfin, je vais le rappeler quand même immédiatement. Un oligopole, c'est une structure de marché dans laquelle vous avez de très grands acteurs qui sont en interdépendance, en quelque sorte, entre eux. Ils sont si puissants qu'ils peuvent s'observer quand des prix se forment sur le marché en question. Ce n'est pas un marché donc concurrentiel, où la loi de l'offre et la demande seraient pures et parfaites. Il y a des interdépendances entre les grands acteurs. Il peut y avoir une multitude dans ce marché d'acteurs qui sont plus ou moins en concurrence, mais le marché est dominé par quelques acteurs extrêmement puissants. Donc la taille, évidemment, est tout à fait essentielle pour définir une structure oligopolistique. Et puis, il y a des interconnexions entre les grands acteurs, et ces acteurs, finalement, c'est pour ça qu'ils ont une influence sur les prix, chacun d'entre eux, ils sont en position dominante. Voilà. Alors, évidemment, le danger de ce type de structure, qui se rencontre un peu partout dans l'industrie, c'est que ces grands acteurs s'entendent entre eux. Alors là, évidemment, toutes les lois antitrust, les lois sur la concurrence condamnent, évidemment,
ce type d'entente. Or, nous allons voir que non seulement nous avons une structure oligopolistique, aujourd'hui à l'échelle mondiale, mais en plus que ces grands acteurs s'entendent régulièrement entre eux. Ce qui est du reste aussi la preuve qu'on a bien affaire à un oligopolisme. Et ils s'entendent sur les prix fondamentaux de cette finance, que sont à la fois les taux de change et les taux d'intérêt. C'est les deux prix fondamentaux de la monnaie. Donc, on est sur des questions extrêmement sensibles, extrêmement graves, et qui, nous allons voir, impactent très directement le sujet d'aujourd'hui. Alors, d'abord, peut-être un mot d'histoire. Comment cet oligopole a pu naître? Eh bien, c'est eu au terme d'un processus qui a été assez long, qui a commencé au début des années 70 et qui s'est poursuivi, disons, jusqu'au milieu des années 1990, 1995, disons. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ce qu'on appelle une triple libéralisation des marchés de la finance. Pour aller vite, hein. Je ne vais pas faire, si vous avez des questions, je reviendrai dessus, mais j'allais très très vite. Il y a eu d'abord la libéralisation des marchés des devises, un marché de change, comme on dit. Ça commence en 1971, 15 août 1971. Et puis, dans les années qui suivent, 1971, d'un seul coup, le marché des changes a pris la forme qu'on connaît aujourd'hui, à partir de 1976, ce qu'on appelle les accords de la Jamaïque, où les taux de change sont devenus des taux de marché, hein, ce qui n'était pas auparavant, puisqu'ils étaient formés dans chaque pays par, je dirais, le contrôle de ces prix par les puissances publiques. Hein. Donc ça a été une première grande libéralisation, très importante, qui a été suivie immédiatement après d'une autre grande libéralisation, qui a été celle des taux d'intérêt. Toutefois, je dirais pendant les temps glorieux, si vous voulez, les taux d'intérêt étaient également fixés à la fois par les banques centrales, mais qui étaient dépendantes des États, et suite à, évidemment, toute une série de processus à la fois d'ordre intellectuel, théorique, pratique, on a décidé, alors quand je dis on a, ce sont les différents gouvernements, dans un concert relativement proche dans le temps, ont décidé de libéraliser ces taux d'intérêt en demandant aux États de ne plus se financer par la planche à billets de la Banque centrale, mais en allant se financer comme n'importe quel autre grand acteur économique sur les marchés financiers. Et pour cela, il faut rendre les banques centrales indépendantes des États, et du coup, les États sont allés sur les marchés obligataires, hein, puisque un État finance ses déficits par l'émission de papier obligataire, des obligations. Hein. Et évidemment, le marché obligataire, c'est le marché où se forment les taux d'intérêt. Et donc, d'un seul coup, ces marchés obligataires ont pris une extension extraordinaire à la fin des années 70, début des années 90, à cause de ces réformes. Et les taux d'intérêt se sont libéralisés, sont devenus des taux de marché qui, comme les taux de change, varient à la milliseconde à l'échelle planétaire. Donc, deuxième grande révolution. La troisième intervient avec la libéralisation des mouvements de capitaux. Cette libéralisation, elle intervient dans les différents pays à partir de 1990-1991 jusqu'en 1995. Troisième grande révolution, puisque désormais les capitaux peuvent se promener d'un bout à l'autre de la planète, là aussi instantanément, en quelque sorte. Alors, évidemment, avec cette triple libéralisation, les marchés monétaires et financiers sont devenus globaux à l'échelle planétaire, à partir de 1995. Des marchés absolument gigantesques. J'en dirai un mot tout à l'heure. Et du coup, les plus grandes banques ont dû s'adapter, ont dû se mettre, je dirais, en phase avec ces nouveaux marchés. Et donc, ces grandes banques ont restructuré leur bilan, ont acquis d'autres banques, ont acquis des dimensions au terme de processus de restructuration, d'absorption diverses,
ces banques, à partir de 1995, s'adaptent à ces nouveaux marchés libéralisés. Alors, vous avez ici la liste de ces grandes banques telle qu'elle a été établie par le G20 de Cannes en 2011, en novembre 2011. Vous avez ici sous les yeux 29 banques, parmi à peu près les 40 000 banques qui existent dans le monde. Hein, 40 000 banques. Mais voilà, on a pointé à ce moment-là, à travers évidemment un comité spécialisé qui s'appelle le comité de stabilité financière. Ce comité a publié une annexe au communiqué du G20, encore une fois de 2011, la liste de ces banques. J'ai mis en gras les banques françaises, en rouge Dexia qui maintenant est sortie de la liste parce qu'elle est en route. Et donc, à partir de 2012, vous avez 28 banques à dimension systémique. Je vais maintenant insister un peu plus sur le rôle de ces 28 banques, puisque d'abord on peut faire une remarque simplement géographique, si je puis dire, de leur répartition dans le monde. Ces banques sont essentiellement américaines, on l'a dit. Ensuite, et c'est le principal, elles sont européennes. Et puis les banques asiatiques sont, vous le voyez, très peu nombreuses. Il y a 3 japonaises et une chinoise. Excusez-moi pour la faute d'orthographe la chinoise. Dans ces banques, vous avez 4 britanniques, maintenant 4 françaises, 2 allemandes, etc. Tout ceci pour vous dire que cette finance dominée par ces banques, elle est encore aujourd'hui essentiellement occidentale, si je puis dire, que la présence de la Chine, même si la Chine est aujourd'hui un des très grands acteurs de la scène économique mondiale, la Chine n'est pas encore, fait pas partie encore des grands acteurs qui interviennent sur ces marchés globalisés de la finance internationale. Alors maintenant, je vais vous présenter 2 tableaux. J'en ai beaucoup d'autres dans mon ouvrage, mais bon, là, je vais en citer que 2. Le premier, c'est, comme il est indiqué dans le titre, c'est essayer de voir le rapport de force, en quelque sorte, qui est entre ces banques, ces grandes banques, et puis les États, avec un critère classique pour la dette publique mondiale, une donnée de stock. Hein, ça se mesure à une date donnée. Ici, c'est le 31 décembre 2012. Vous avez un chiffre en milliards de dollars, vous voyez, 48 957, qui est comparable, et même inférieur, au total de bilan des bilans des banques systémiques. Or, le bilan d'une grande banque, c'est un bilan, un indicateur, et pour les banques, c'est encore plus vrai, c'est un indicateur très classique de puissance. C'est la capacité pour une banque de mobiliser à un moment donné des ressources financières pour les affecter à des emplois déterminés. Et pour le domaine bancaire, c'est l'indicateur principal qu'on met en avant généralement pour fixer sa puissance. Donc vous voyez que déjà, pour ces 28 banques, on a des dimensions de bilan impressionnantes. D'un côté, donc, une force très grande de ces outils bancaires, et de l'autre côté, on est en 2012, on est dans des périodes où les États souffrent du point de vue de leur dette publique. Les États européens notamment sont surendettés, mais c'est vrai aussi pour les États-Unis, c'est vrai aussi pour le Japon et c'est vrai aussi pour la Grande-Bretagne. Les États sont surendettés, donc c'est plutôt des faiblesses. Si vous voulez, hein. Donc faiblesse d'un côté, force de l'autre. Voilà le premier indicateur. Et là, c'est des indicateurs donc, qui, pour les banques, touchent le bilan des banques. Si on passe au hors bilan, alors là, vous voyez, on commence à utiliser un terme un peu technique, on tombe sur des grandeurs qui sont absolument effrayantes et qui sont des grandeurs tout à fait nouvelles. Il va falloir évidemment s'expliquer. Voilà, toujours en milliards de dollars. Bon, là, vous voyez que les chiffres sont considérables. Hein. Ce sont des milliards de dollars. Autrement dit, quand on a des totaux de bilan pour une banque
par exemple, BNP Paribas, en milliards de dollars, c'est 2400 au total de bilan. C'est 2400 en 2012. Vous voyez? Là, vous voyez pour BNP Paribas, troisième ligne, hors bilan 63 773. Vous voyez que c'est absolument pas comparable comme chiffre. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que c'est hors bilan? C'est ça qu'il faut maintenant se poser comme question. Et puis, vous voyez que, bon, deuxième remarque, puisque je suis sur ce tableau, qu'il y a une sorte de rupture entre les 14 premières, le 14e étant le Crédit Agricole, et puis les suivantes. Il y a 14 banques dans le monde qui fabriquent ce qui est marqué là-haut, des produits dérivés. Et ici, vous avez l'encours notionnel de ces produits dérivés. Il faut maintenant vraiment donner une explication sur ces encours, c'est-à-dire sur ces montants de produits dérivés. Qu'est-ce que c'est? Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de ces produits dérivés. Par définition, les produits dérivés ont des sous-jacents, dérivent d'autres produits. Première idée. Deuxième idée, ces produits dérivés sont des produits d'assurance, des produits de couverture. Tout à l'heure, vous avez eu l'amabilité de rappeler que j'ai siégé au conseil de ADS, et il se trouvait qu'en même temps, j'étais au conseil de la Banque de France, là où je fais la politique monétaire du pays, et à chaque fois que j'arrivais au conseil de ADS, le président Martre, d'abord, et ensuite le président Gallois, me posait toujours la question suivante: Monsieur Morin, dites-nous l'évolution du dollar, parce que vous comprenez bien que notre politique de couverture dépend de cette évolution. Alors, je vais essayer de maintenant vous traduire ces quelques formules. Quand vous avez des taux de change, puisque je viens de parler du change, d'une certaine façon, le change entre l'euro et le dollar, tout le monde sait ce que c'est, puisque il suffit d'écouter votre radio tous les jours pour savoir quel est le cours de l'euro en dollars. Bon. Comme c'est un taux qui change à la milliseconde, à l'échelle planétaire, vous voyez bien que ça pose quand même un problème pour les entreprises, pour le monde de l'économie réelle, puisque une entreprise comme Airbus, par exemple, ne connaît pas à 3 ans son taux de change, euro-dollar. Or, le marché aéronautique est un marché en dollars, tous les avions se vendent en dollars. Par contre, les coûts de la société Airbus sont essentiellement en euros. Bon, tout le monde peut comprendre cela. Donc, bien sûr, Airbus peut faire des anticipations sur l'évolution de ce taux de change qui fluctue à la milliseconde, mais vous comprenez bien qu'il y a quand même un problème, parce que si ça évolue dans le mauvais sens, les contrats qu'elle peut conclure aujourd'hui peuvent s'avérer catastrophiques si le taux de change s'affaisse. C'est-à-dire si, par exemple, le dollar baisse par rapport à l'euro qui monte, les profits qu'elle pensait faire se transforment automatiquement en perte à ce moment-là. Pas du tout sous l'influence d'Airbus, mais sous l'influence de ce marché global qui est le marché des devises, le marché des changes. Donc, Airbus, qu'est-ce qu'elle fait comme entreprise? Elle prend des couvertures, elle prend des assurances. Elle veut connaître son taux de change à 3 ans, ou à 2 ans, ou à 1 an. Alors, elle va prendre ce qu'on appelle les contrats à terme. Les contrats à terme, c'est un produit dérivé. Et qui lui permet, alors évidemment, à ce moment-là, elle prend plus de risques. Ce contrat va lui permettre de connaître, en discutant avec sa banque, avec une de ses banques, va connaître son taux de change à 2 ans. Alors évidemment, la banque prend, elle, le risque. La banque va gagner si le dollar monte par rapport à l'euro, et elle perd si le dollar baisse. Mais comme les banques n'ont pas le risque, qu'elles fournissent des contrats à terme à d'autres entreprises, à un moment, cette banque va se couvrir à son tour en prenant des produits dérivés, des contrats à terme ou autres. Dans les produits dérivés, vous avez toute une série de gammes. Il y a ce qu'on appelle les options, il y a les swaps, etc. Vous avez toute une industrie financière qui s'est développée à cause tout simplement du fait que les taux de change et les taux d'intérêt sont devenus des taux de marché, dont la variabilité permanente représente des risques, évidemment, pour les entreprises. Comment reconnaître le coût d'un financement réel, d'un investissement pour l'entreprise?
entreprise, si le taux d'intérêt fluctue en permanence. Elle ne peut pas. Donc elle va être, quand elle va émettre, cette entreprise, je pense toujours Airbus, mais aussi à d'autres entreprises, elle va émettre des emprunts obligataires, des papiers sur le marché financier. Elle va, comme on dit, swapper son emprunt obligataire pour obtenir finalement un taux fixe par rapport au taux variable du marché. Mais évidemment, ça lui coûte de l'argent. Bon. Donc, résumons. Ces produits dérivés sont tous des produits d'assurance ou de couverture, comme vous voulez, qui vous permettent, pour l'essentiel, là je ne vais pas vous donner les chiffres, mais pour l'essentiel, à hauteur, disons, de 92% aujourd'hui, de couvrir les risques liés simplement aux variations de taux de change et de taux d'intérêt. D'abord, les taux d'intérêt, à hauteur à peu près de 85%, c'est des chiffres globaux, des chiffres qui viennent de la Banque des règlements internationaux, 85%, et à peu près 9% pour les taux de change. Bon, donc, voilà l'activité de ces grandes banques retracées ici à travers leur hors bilan. Vous voyez que les montants qui figurent ici, c'est les montants d'assurance, en quelque sorte, la valeur de ce qui est assuré. Ces chiffres n'existaient absolument pas, disons, au début des années 80. Absolument pas. Il y avait, pour le monde entier, en 1985, 500 milliards, à peu près, de dollars de produits dérivés. Donc, vous voyez qu'il s'est passé quelque chose. Hein, il s'est passé quelque chose avec cette libéralisation de ces deux prix fondamentaux de la monnaie, que sont les taux de change et les taux d'intérêt. Maintenant, je vous montre comment ces grandes banques occupent des positions oligopolistiques sur certains marchés. Je viens de parler du marché des changes. Alors, comme vous le voyez, ici vous avez les parts de marché en 2013, pour l'année 2013, de certaines banques historiques sur le marché des changes. C'est un marché de 6 000 milliards de dollars par jour. 6 000 milliards de dollars. Vous voyez que les sommes sont considérables. Eh bien, vous avez la première banque, la Deutsche Bank, qui occupe 15,2% de part de marché, c'est-à-dire que finalement, les transactions sur ce marché passent à hauteur de 15,2% par cette banque, etc., etc. Les 4 premières banques font un total de 50,4%. On a là, typiquement, une structure oligopolistique, alors qu'il y a 40 000 banques dans le monde. Et typiquement. Alors, si on rajoute toutes les banques qui figurent ici, sont des banques systémiques, définies comme systémiques. Alors, je n'ai pas dit quelle était la définition des banques systémiques, j'aurais dû le dire tout à l'heure, qui a été donnée par le G20 de Cannes. Il y avait dans cette définition deux critères. Un critère de taille et deuxièmement un critère d'interconnexion complexe entre elles, entre ces banques. Ce qui veut dire en termes clairs que si la chute ou la faillite de l'une de ces banques devait survenir, eh bien, la conséquence, c'est un effondrement du système monétaire et financier international. Étant donné, encore une fois, la dimension de ces banques et les interconnexions complexes entre elles. Voilà, donc, ça c'est la situation actuelle du marché des changes. Alors, il y a bien d'autres marchés. Moi, j'ai étudié plusieurs marchés monétaires et financiers. Sur les taux d'intérêt, vous avez exactement les mêmes structures, un peu différentes. Je ne sais pas si ici j'ai mis une planche correspondant à ça. Ah non, ça c'est autre chose. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais je ne vais pas non plus montrer, parce que mon exposé aurait été trop long, les interconnexions financières entre ces banques. Elles sont reliées entre elles du fait qu'elles interviennent ensemble sur plusieurs marchés et on peut très bien voir dans leur bilan les interconnexions qui les lient entre elles. Bon, c'est un peu technique, je ne l'ai pas montré, mais il y a des interconnexions institutionnelles. C'est ce que montre ce tableau pour les banques systémiques qui sont à gauche. Là. Vous pouvez avoir une lecture en commun. Il s'agit des boards, des conseils d'administration de 5 institutions internationales qui représentent ce que j'ai appelé
simplifier, hein, le quartier général de ces banques systémiques. On s'aperçoit que ces banques systémiques occupent la majorité à chaque fois des places dans ces conseils d'administration. C'est le bas du tableau. Mais ce qui est plus intéressant aussi, c'est la lecture horizontale de ce tableau. Vous apercevez que certaines banques systémiques sont davantage présentes, en quelque sorte, que d'autres dans ces conseils. C'est le haut du tableau. Bref, en mélangeant un peu tous ces critères d'interconnexion, on s'aperçoit que parmi ces 11 banques, parmi ces banques systémiques, dans cet oligopole bancaire mondial, il y a un noyau plus particulier de 11 banques qui sont véritablement au centre de cet oligopole. D'abord, simplement, ce tableau rapidement, il y a un certain nombre de noms qui apparaissent ici, à gauche, qui sont des produits dérivés, et qui, notamment pour les premiers, ont été à l'origine de la crise financière. Je rappelle qu'il y a 14 banques simplement qui produisent ces produits, au total. Les CDS, les crédits de default swap, deuxième item, sont des produits extrêmement dangereux, sont des produits dérivés qui fonctionnent aujourd'hui et qui menacent en fait notre planète dans la mesure où ils sont extrêmement spéculatifs. Alors, si vous avez des questions, vous les poserez tout à l'heure à propos des crédits de default swap. Les problèmes structurels ont été à l'origine de la crise des collectivités locales. C'est toujours les banques systémiques qui sont à l'œuvre là-dedans. Et puis vous avez d'autres produits qui sont en formation, qui également, à côté des aspects couverture, assurance de ces produits, revêtent aussi, et systématiquement, si je puis dire, un aspect spéculatif. Et c'est l'aspect spéculatif qui est à l'origine des crises. Ici, je vous montre en rouge, c'est le même tableau que tout à l'heure pour le marché d'échange. Je vous montre en rouge les banques qui ont été épinglées l'année dernière et cette année pour abus de position dominante. Manipulation en bande organisée des taux de change. Vous voyez, ce marché de 6 000 milliards de dollars. Donc les banques en question ont été épinglées. On attend en ce moment même l'amende de la Deutsche Bank, qui va se monter probablement plusieurs milliards de dollars. Les autres ont déjà payé. Voilà les banques qui sont impliquées dans la formation des taux d'intérêt à Londres, en fournissant des informations qui servent pour le lendemain. Et on s'est aperçu que, évidemment, si ces banques s'entendent entre elles avant la fixation de ces taux pour le lendemain, elles peuvent engager, par définition, des activités absolument extraordinaires. Et bien là aussi, en rouge, les procès sont en cours, certaines ont déjà payé, à une position dominante. À cause de cette crise financière, les États, je l'ai dit au début, se sont très largement surendettés. Non seulement il a fallu recapitaliser les banques, il a fallu soutenir l'activité économique, mais il y a eu des effets sur les budgets considérables, puisque moins de recettes budgétaires et puis des dépenses publiques très importantes, ce qui explique la nature des politiques économiques qui sont menées aujourd'hui. Regardez ce graphique qui s'arrête en 2007 volontairement. On avait des rapports dette publique sur PIB qui étaient dans des zones qu'on pouvait considérer presque comme normales. Là, vous avez le second critère de Maastricht sous les yeux, pour les 3 grandes zones du monde, États-Unis, Union économique monétaire, Royaume-Uni. Bien. Qu'est-ce qui se passe avec la crise? Eh bien, regardez ce... vous voyez le changement, je me permets d'insister. Une envolée des dettes publiques absolument extraordinaire. Et cette envolée se poursuit, toujours. Quand on regarde les chiffres de cette année, pour les 3 zones en question, la pente est toujours la même. Et donc là, on est devant un mur qui peut s'effondrer à la moindre étincelle sur les marchés obligataires secondaires. C'est ce qu'on peut appeler une nouvelle crise potentielle. J'en arrive maintenant à des choses qui sont plus lourdes en termes de politique économique. D'abord, une réflexion générale, je n'insiste pas, c'est pourtant essentiel dans les solutions. La monnaie est devenue un bien privé aujourd'hui. Pourquoi? Parce que sa création ne dépend plus des États. La création monétaire dépend uniquement des banques, de façon générale.
à hauteur de 90%, et 10% pour les banques centrales, indépendantes des États. Donc la monnaie, comme disait Bernard Maris, que vous connaissez sans doute de nom ici, dans une de ses dernières interviews de février dernier, il développait longuement cette idée monnaie privée, bien privée. Je rappelle, je vois que Harris est là, comme ça pour tout le même laboratoire, nous avons recueilli, si je puis dire, Bernard Maris pendant 10 ans chez nous, partagé mon bureau, on a pu longuement échanger sur ces questions ensemble. Je n'insiste pas, c'était un petit aparté, parce que lui, il insistait beaucoup sur le premier item que vous voyez ici. Mais, plus fondamentalement, donc on peut avoir un nouveau scénario noir d'une nouvelle catastrophe financière, notamment, il y a d'autres bulles qui sortent, mais notamment à cause de la bulle obligataire, la bulle des dettes publiques, qui commence à devenir effrayante. Et puis, on pourrait espérer peut-être, mais là on est sur terrain, je dirais, politique et diplomatique, on pourrait espérer peut-être une réforme ordonnée du système de financement de l'économie mondiale sur 2 ou 3 points que je vais peut-être maintenant aborder plus directement. Alors là, je vais très vite sur le scénario noir d'une nouvelle catastrophe financière, qui est le scénario le plus probable aujourd'hui. Tout à l'heure, on parlait de scénarios, dont certains avaient une probabilité peut-être plus forte que d'autres. Là aussi, on a un scénario dont la probabilité est très forte, sauf action de nos responsables politiques. Défaut de paiement d'un État, ça peut arriver, ça a failli se produire pour Chypre, ça a failli, entre guillemets, se produire pour la Grèce. Et si vous avez un défaut d'État, il veut dire qu'il y a des produits dérivés extrêmement dangereux qui vont se déclencher, qui vont mettre le feu à la planète. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que les marchés financiers ont été tétanisés par la crise de Chypre, 0,2% du PIB européen. On pourrait se demander pourquoi un pays comme Chypre peut tétaniser les marchés financiers. La Grèce, c'est pas 0,2, c'est 2% du PIB européen, c'est la même chose. La même chose. Si vous avez un défaut de l'État grec sur sa dette, vous mettez l'étincelle à la planète financière, et donc aussi économique, et donc aussi politique, probablement. Le défaut d'une banque systémique, ça peut toujours arriver. Et puis des phénomènes de bank run, on en a déjà vu par le passé se produire, même pour une très grande banque. Il suffit qu'une bank run, qu'une grande banque connaisse un bank run, c'est-à-dire une course au dépôt de la part des déposants, pour que le système économique aussi s'effondre. On est dans cette situation. Toujours dans... oui, alors, c'est ce que j'ai dit. Là, je décris simplement le scénario noir de l'éclatement de la bulle obligataire. Alors, comme je dois aller vite, je n'en parle pas plus. Maintenant, alors, ce qui me semble plus important pour terminer, c'est les solutions. Les solutions, c'est... Vous avez plusieurs ordres de solutions possibles, mais il est clair que la question monétaire, comme je l'ai expliqué, à cause des produits dérivés, est centrale. Une réforme du système monétaire international est centrale. Alors, ça peut commencer peut-être au niveau de la zone euro, en créant des euro-monnaies avec une monnaie commune. C'est ce qui est dit ici. Mais évidemment, l'idéal, ce serait d'avoir une monnaie commune, pas unique, mais une monnaie commune à l'échelle internationale, parce que les problèmes sont de nature planétaire à ce niveau-là. Donc, voilà le système proposé ici. Je ne suis pas le seul à défendre évidemment ces idées. Je pourrais y revenir si vous avez des questions. Si on avait cette monnaie commune, on aurait là un outil extrêmement puissant de financement de la transition environnementale et énergétique
ou écologique qu'on peut souhaiter. Mais il faut que ça soit une vraie monnaie en même temps. Mais une monnaie commune, pas unique. La différence est très importante, puisque une monnaie commune laisse subsister les autres monnaies. Et les rapports entre la monnaie commune et les monnaies qui subsistent sont des rapports de taux fixes et non pas de taux soumis au marché. Et donc c'est la volonté politique exprimée par les puissances publiques qui finalement organisent le système de change et non plus le marché, ce qu'on avait autrefois. Donc, premier point, on devait mettre des emprunts nationaux. Du reste, à ce propos-là, j'ai vu Michel Rocard qui s'inquiète beaucoup de ces questions il y a quelques temps. On a déjeuné ensemble, on a parlé de ces problèmes de financement. Il est très sensible à ces questions de financement. Il dit les 100 milliards de 21, c'est de la foutaise. C'est absolument pas dimensionné au financement qu'on doit. Lui, il estime, parce que vous savez qu'il est ambassadeur de la France pour l'Arctique et l'Antarctique. Hein. Lui, il estime que, écoutez bien le chiffre, qu'il nous faudrait 500 milliards simplement pour l'Europe. 500 milliards par an. Donc, vous voyez, on rame là, en ce moment pour avoir 100 milliards par an à l'échelle planétaire, alors que le dimensionnement du financement, c'est un autre ordre de grandeur. C'est pour ça que je dis que, pour l'instant, on est à côté de la plaque en matière de financement, et que ce n'est pas ce système bancaire que vous avez vu là sous les yeux à travers ces grands outils qui va nous procurer ces sommes-là. Il faut une réforme du système monétaire international, c'est évident. C'est évident pour ceux qui, un peu comme moi, connaissent un tout petit peu ces questions. Deuxièmement, avec une telle réforme et une monnaie commune, on pourrait beaucoup plus facilement, sur un plan politique et diplomatique, je comprends toujours le même thème, résoudre les questions de dette publique à l'échelle internationale, ce qui n'est pas possible actuellement avec les banques centrales que nous avons, qui, elles, ont besoin de défendre leur propre crédibilité. Elles ont des dettes publiques dans leur bilan, mais elles ne peuvent pas les effacer ou les annuler, parce qu'elles mettraient en cause leur propre crédibilité à ce moment-là. Par contre, si c'est fait à l'échelle internationale, il est évident qu'à ce moment-là, les questions pourraient être résolues. Voilà, je vous mets une dernière planche de conclusion. Merci de votre écoute. L'Assemblée veut commencer par les questions. C'est à vous, monsieur. Oui, vous dites que l'oligopole bancaire international est un obstacle pour le financement de la transition énergétique, mais bon, les États actuels, les États européens n'ont suffisamment pas d'argent pour financer justement cette transition énergétique. Donc, ils sont obligés de faire appel au privé, à des sociétés ou des entreprises privées. Donc, pour les obliger, les inciter à investir dans ce secteur, donc il va y avoir une politique fiscale incitative ou de charges, etc. Donc à ce moment-là, les banques, si elles ont des avantages fiscaux, se retourneront vers le système bancaire dans son ensemble. Et je ne comprends pas pourquoi à ce moment-là, le système fiscal, en général, tel qu'il est initialement, ne répondrait pas à ces demandes de financement de sociétés dans des entreprises privées, dans la mesure où, par la suite, c'est le développement économique dans ce secteur pourrait se révéler bénéficiaire. Je ne pense pas que le système bancaire ait une position idéologique par rapport à ce fait de société internationale qui est la transition énergétique. Monsieur Morin répond. Oui, on pourrait imaginer un système fiscal incitatif, mais vous le voyez bien, la question n'est pas simplement française, c'est largement européenne et internationale. Tous les systèmes fiscaux sont soumis à la pression qui consiste à réduire nos déficits. Donc, avoir un système fiscal incitatif, c'est au départ creuser encore un peu plus les déficits. C'est ça qu'il faut comprendre. On a des politiques économiques qui sont complètement contraintes, qu'on appelle rigoureuses ou austéritaires, comme vous voulez. Donc, faire de la fiscalité incitative, c'est, par définition, creuser un peu plus les déficits. Ou alors, je ne comprends pas ce que c'est que la fiscalité. Donc, on a une vraie difficulté. Et puis, quand vous regardez maintenant du côté des acteurs privés, que sont les grandes banques,
Il faut comprendre que l'essentiel des profits maintenant de ces très grandes banques, elles qui pourraient peut-être avoir une capacité, en effet, pour le financement, que l'essentiel de ces profits tirent et sont tirés de cette activité de produits et non plus du tout de leur activité traditionnelle de crédit aux ménages et aux entreprises. Ça, c'est vraiment le boulet qu'elles tirent et pour lesquels elles font assez peu de profit. Quand vous regardez leur bilan, vous voyez que l'essentiel de leur profit est tiré en grande partie de leurs activités de trading, et ces activités de trading sont notamment liées à leur activité de produits dérivés. Donc voilà, on est dans un système où malheureusement on ne dégage pas les ressources financières qui pourraient être utiles à ce financement. Encore une fois, ces ressources apparemment sont considérables, si on en croit ceux qui ont regardé de très près ces questions-là. Parce que moi, je ne l'ai pas fait directement. Encore une fois, moi, je discute avec les uns et les autres, et on me donne des chiffres qui n'ont rien à voir avec le chiffre qui est pour l'instant annoncé par la COP 21. On va prendre une autre question en son salle. Oui, madame. Je voulais savoir si vous avez un éclairage sur les BRICS et si les BRICS pourraient constituer, j'en sais rien, parce que c'est vraiment une question, vraie question, est-ce que les BRICS pourraient constituer une alternative à cette crise de productivité et à cette crise qui n'est pas une crise économique, mais une crise systémique? Merci pour cette question sur les BRICS. Tout le monde sait ce que sont ces BRICS, c'est ces pays émergents qui commencent à compter sur le plan économique à l'échelle planétaire. Bon, ces pays-là sont en crise aussi aujourd'hui, malheureusement, à cause de la situation économique plus générale. Donc il y a un souci de ce côté-là aussi. Mais ces pays-là ont essayé déjà de faire avancer l'idée d'accords monétaires, d'abord entre eux, mais aussi lors des discussions du G20, des discussions du G20 qui se sont tenues à 9 reprises lors de 2 réunions, ils ont essayé de faire avancer l'idée d'une réforme du système monétaire international, la Chine notamment, mais d'autres pays, le Brésil également, mais aussi, il faut le reconnaître, la France a essayé de faire avancer l'idée d'une réforme du système monétaire international, et à chaque fois, évidemment, ces questions n'ont pas été inscrites à l'ordre du jour, tout simplement parce que les Américains n'en voulaient pas. Parce que poser la question de la réforme du système monétaire international, c'est remettre en cause le rôle que joue le dollar aujourd'hui dans cette économie mondiale. Et les Américains n'entendent absolument pas remettre en cause ce rôle. Voilà ce que je veux dire en quelques mots. Une question, monsieur. Deux questions. Il y a des données qui sont sorties il y a quelque temps sur le coût pour l'économie mondiale des catastrophes naturelles qui seraient de plus en plus fréquentes avec le réchauffement climatique, donc qui sont en milliards de dollars, enfin en plusieurs milliards de dollars. Et donc ça commence à quand même poser des questions à l'économie mondiale. Et le deuxième point, c'est quand on voit toutes ces sommes d'argent, et qu'en côté de ça, on sait que 80% de la richesse mondiale est entre les mains de 1% de la population. Pourquoi est-ce que les politiques ne s'engagent pas pour une décision qui permettrait à 99% de la population de vivre mieux? Ils sont tétanisés par 1% finalement. Oui, ce sont des constats, monsieur, que vous dressez, qu'on peut partager. Je ne connais pas le coût des catastrophes naturelles, je ne connais pas les estimations, donc je ne peux pas aller plus loin dans votre questionnement. Sur les inégalités, ben oui, on le sait maintenant, vous savez, plusieurs travaux, notamment ceux de Piketty, mais d'autres aussi, qui ont montré que les inégalités, loin de se résorber, s'accroissent, et que ça finit quand même par poser politiquement toute une série de questions. Donc là, on entre directement dans des questions plus politiques, et que pour l'instant, nos responsables n'arrivent pas vraiment à traiter. C'est le constat qu'on peut faire. Et tout ceci va dans le sens qu'on est sur un volcan qui est en train de probablement s'enflammer en ce moment. On l'a
vu tout à l'heure dans votre présentation. Monsieur, c'est à vous. Oui. Il y a une diapo que vous n'avez pas passé, enfin vous êtes passé à toute vitesse là, et qui avait un intitulé, si les souvenirs sont bons, l'oligopole des banques ne veut pas de la transition énergétique. C'est à peu près ça le titre, je ne sais pas, je me souviens pas. Non, je n'ai pas, je crois, avoir une planche de cette nature. Je crois que les problèmes de la transition énergétique sont sans doute pris en compte par les banques, dans la mesure où elles peuvent peut-être trouver parfois des éléments d'investissement. Mais il est clair que ces banques sont d'abord des banques privées, elles sont toutes privées, celles que vous avez vues, hein, sauf la banque chinoise, et qu'elles sont dans des logiques infernales, qui sont des logiques de rentabilité qu'on connaît bien, qu'on peut décrire parfaitement. Et on ne peut pas croire un seul instant que leur objectif prioritaire soit de financer la transition énergétique. C'est pas du tout ça. Hein, ces banques ont des actionnariats qui est constitué pour l'essentiel de fonds d'investissement, d'investisseurs institutionnels, qui eux-mêmes cherchent la rentabilité de leurs investissements, et donc il y a une pression sur ces banques pour faire de la rentabilité, là où on peut trouver en effet des activités qui le permettent, et d'où finalement la nature de ce qu'elles font. Il ne faut pas croire un seul instant, là je suis très brutal, très schématique peut-être, trop, mais il ne faut pas croire qu'elles inscrivent en priorité cet objectif de financement de la transition énergétique. On veut bien imaginer. Vous vouliez prolonger votre question. S'il y avait la deuxième question qui correspondait à ça, c'est que est-ce qu'on n'est pas dans cette logique où, enfin je suppose, moi, même y compris pour la transition énergétique, c'est-à-dire pour changer de paradigme de développement de la planète et de l'humanité, dans le fait que le rapport de la valeur financière n'est plus en correspondance avec la valeur réelle de la production d'une façon générale, y compris celle qui changerait, qui permettrait de changer de paradigme. Est-ce que je suis fait... Oui, là vous soulevez un débat traditionnel chez les économistes qui est un peu compliqué, qui consiste à dire qu'il y a d'un côté la sphère financière avec ses valeurs qui sont déconnectées, d'un côté, et puis de l'autre côté, la sphère de l'économie avec les entreprises qui aujourd'hui subissent finalement en quelque sorte cette déconnexion. En disant cela, on voit bien quand même qu'il y a déjà un lien entre les deux. Mais je crois que plus fondamentalement, il y a effectivement un vrai lien. Ces montants absolument astronomiques que vous avez vus, hein, le montant des encours notionnels des 14 banques systémiques, c'est un rapprochement pas forcément tout à fait classique en matière économique et statistique, c'est parce que je rapporte un stock, un flux, c'est quand même 10 fois le PIB mondial. Donc c'est quand même pour 14 ans. Bon, est-ce que ce sont des valeurs purement théoriques, notionnelles? Non, parce que dès qu'il y a un élément de crise, effectivement, dans ces valeurs particulières, eh bien c'est la planète qui explose sur un plan économique, comme on l'a vu en 2007, à cause des fameux CDO, les Collateral Debt Obligations, qui sont des produits dérivés qui ont été au cœur de la précédente crise. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une déconnexion totale. Je crois que ces produits dérivés n'ont leur existence que parce qu'on a poussé trop loin la libéralisation de la sphère financière. Et que la monnaie, Bernard Marx le disait très très bien, la monnaie ne doit pas être un bien privé. Or, avec cette libéralisation, elle est devenue un bien privé, et il ajoutait, dans une de ses dernières interviews, on n'imagine pas demain que pour respirer un litre d'air, il faille mettre 1 euro. Hein. L'air est quand même un bien essentiel à la vie humaine, eh bien, parce que la monnaie c'est la même chose pour lui. On laisse l'exemple. On a besoin de faire des transactions tous les jours avec notre monnaie. Pourquoi cette monnaie est-elle devenue un bien privé?
n'arrivait pas à concevoir qu'on ait pu en arriver là. Alors, c'est en train de générer, de faire bouillir la salle juste avant l'apéritif. Et c'est à Madame de poser sa question. Sur le fond, la question, c'est l'indépendance des banques centrales. Bon, elle crée pour l'instant 10%, c'est de la monnaie que vous avez dans votre poche, c'est de la monnaie centrale. Et les banques, elles créent la monnaie structurale. C'est-à-dire que quand vous faites vous demandez un crédit à votre banque, création de monnaie structurale. C'est 80% de la monnaie qui circule. Chaque fois qu'il y a un crédit, il y a une création monétaire. Bien. Le problème, c'est que tout ça relève de la sphère privée. Les banques centrales sont. J'ai siégé pendant 9 années dans une banque centrale. J'ai connu 3 périodes. Aujourd'hui, le problème, c'est que les banques centrales sont indépendantes des États. C'est ça le fond du problème. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Quelle est leur politique? Elles ont simplement un objectif, alors là, parlons d'objectif, qui est de préserver la valeur de la monnaie, la valeur interne de la monnaie, comme on dit, enfin, c'est-à-dire éviter qu'il y ait de l'inflation. Parce que s'il y a de l'inflation, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on a connu dans les périodes antérieures. Eh bien, les marchés financiers ne peuvent pas fonctionner. C'est fondamentalement pour cette raison-là. Si vous avez de l'épargne, il y a de l'inflation, vous n'allez pas mettre votre épargne sur les marchés parce que vous allez perdre de l'argent. Pourquoi? Parce que le taux d'inflation est supérieur au taux d'intérêt. Donc, vous perdez de l'argent. Donc, la logique profonde de tout ceci, c'est des banques centrales indépendantes des États pour qu'il n'y ait pas d'inflation. Sous-entendu, s'il y a l'inflation, s'il devait y avoir une inflation, c'est à cause des États qui ne maîtrisent pas leur budget. Donc, les banques centrales sont donc indépendantes et nous sommes dans des logiques où finalement les États ont perdu complètement leur souveraineté monétaire. Bon, c'est gravissime, je trouve, d'un point de vue politique. Voilà. Alors, une autre question, Madame. De Biobanque. Apparemment, des banques qui mettent des actions sur le vivant. Donc, on veut mettre des actions, avoir tant d'actions sur de telles durées pour préserver un milieu ou telle espèce animale. Non, ça veut dire. Et parmi les banques systémiques, il y a des biobanques, là. Je ne sais pas, j'avais vu un documentaire sur Arte qui était très très bien fait à ce sujet. Mais ils sont pas dans les banques. Les biobanques. Ça va appeler quelque chose aujourd'hui. Ça s'accapare du vivant. C'est une information à voir, à suivre peut-être sur Internet. Il y avait une question par ici, monsieur Alizi. Ensuite, madame. Est-ce qu'on pourra avoir le texte de votre intervention? Alors, je peux laisser mes diaporamas, et puis je crois que c'est enregistré, je ne sais pas. C'est pas enregistré. Mais, non, mais je vous renvoie sur le site du COPRAE qui va faire le nécessaire suite à ce colloque. Madame, oui. Pour revenir sur la question des liens entre la finance et l'économie réelle, j'ai suivi avec intérêt tout ce début d'année 2015 une campagne menée par le journal anglais The Guardian qui s'appelait Keep It in the Ground. Keep it in the ground, ça veut dire laisser dans le sous-sol les 3/4 des réserves de combustible fossile actuellement produits, parce que si on les sort et qu'on les brûle, on aura non seulement dépassé les 2 degrés, mais on les aura dépassés de beaucoup. Et donc la campagne Keep it in the ground a consisté à faire pression sur 2 grandes fondations, la fondation Bill et Melinda Gates et le Wellcome Trust, pour qu'ils désinvestissent leur argent du pétrole. Le groupe qui lui-même finance le Guardian a commencé par désinvestir du
Est-ce que vous avez La question. cette question? Écoutez, non, merci de ces informations que je ne connaissais pas personnellement. La BNP, c'est le financement de charbon en Australie. Comment? Je crois que la BNP, ou une banque française, s'est retirée du financement de l'ancienne ligne de charbon en Australie. Donc ça pèse finalement. Et 350 par an, je comprends que tous ceux qui s'intéressent. Parfait. Ceci était une information. Est-ce qu'il y a une autre question pour terminer, parce qu'il est bien tard maintenant? Madame, et ensuite monsieur. Je voudrais savoir quelle est la teneur de la participation des économistes à la COP21. Alors là, personnellement, je ne participe pas. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau du GIEC, il y a des économistes. Bien sûr. Ça, c'est sûr et certain. Il n'y a aucun. Personne n'a été oublié. Et c'est très important. Vous avez vu dans la première conférence sur le climat le poids de cette évolution qui va complètement changer le scénario. Vous savez qu'il y a beaucoup de débats chez les économistes sur ce qu'il faudrait faire, et notamment autour du prix du carbone. Il y a beaucoup de polémiques. Est-ce qu'il faut renforcer le marché concernant les quotas, etc. Ou au contraire, dire que ce n'est pas la bonne solution. Il y a énormément de débats qui ne sont pas véritablement penchés aujourd'hui chez les économistes sur la façon de procéder. Dernière question? Non. Et monsieur, posez votre question. Vous avez dit que les banques n'étaient pas forcément passionnées par la transition. Par La transition écologique. par la transition écologique. Voilà. Est-ce que vous pensez que les États dans l'ensemble sont vraiment passionnés par cette transition? Parce qu'on entend parler de croissance, de la croissance, on sait très bien que pour faire de la croissance, il faut consommer toujours plus d'énergie et de ressources naturelles, donc c'est totalement contradictoire. Non, mais vous avez, je pense, en posant cette question, donné la réponse, c'est tout à fait clair. C'est vrai que le degré de mobilisation des États sur le sujet, on le voit bien, reste au cours de cette préparation de la communauté, elle va même d'un État à l'autre, parce que les contradictions sont multiples, les intérêts sont très divergents, donc il est normal qu'il y ait des hésitations, et puis même parfois, au contraire, des États qui vont à reculons, bon. Tout ceci revient, encore une fois, à dire qu'on est très loin d'avoir une communauté internationale qui soit suffisamment unifiée dans son intérêt commun et à venir sur ces questions-là. On n'en est pas encore là. Et les sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, les sommes qui sont en jeu aujourd'hui ne correspondent pas du tout, semble-t-il, à ce qu'il faudrait faire. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, comme l'indique cette planche. Eh bien, merci beaucoup, M. Morin. On l'applaudit, on le remercie.